Bonjour docteur Bouvarel, nous sommes contents de vous rencontrer à Lorquin, dans le lieu sur lequel nous allons peut-être commencer cet entretien. Alors je tiens d'abord à préciser que vous êtes pédopsychiatre, ex-chef de pôle, et en fait ce n'est pas sur votre métier de pédopsychiatre que nous sommes venus à Lorquin, c'est plus pour vous nous expliquer un tout petit peu ce qui se joue ici, je crois depuis bientôt 40 ans. Je précise que donc vous êtes pédopsychiatre, mais j'ai entendu dire également que vous étiez citoyen d'honneur de la ville de Lorquin et aussi que vous êtes aussi pêcheur à la mouche. Revenons à ce festival qui, je crois, fête son 40e anniversaire. Et peut-être nous dire aujourd'hui comment cette aventure, comment cette histoire a commencé. Quand cette aventure a commencé, ça remonte à loin, c'est-à-dire que avant de faire le festival avec le docteur Camard, nous aimions le cinéma, nous avions créé à l'époque un ciné-club dans la ville de Sarrebourg, au cinéma Le Lorrain, et une fois par mois, on animait des films classiques de ciné-club où les gens de Sarrebourg venaient. Et puis un soir de garde d'ailleurs je crois, nous discutions, Camard et moi, et nous avons eu l'idée, c'était peut-être au moment du festival de Cannes d'ailleurs, nous avons eu l'idée de créer un festival du film psychiatrique dans l'hôpital. Une idée un peu folle, mais qui a germé, et en juin de cette année, nous avons réuni quelques films, des films de laboratoire, on a fait une petite publicité, et on a créé le premier festival du film de psychiatrie à Lorquin. Il y avait une cinquantaine de personnes qui sont venues, des films de laboratoire, et surtout un film qui nous avait un peu marqué, c'était un film fait par des éducateurs d'un IMP dans le Jura qui s'appelait, comment il s'appelait déjà? Ah oui, Il était une fois dans le nord du Jura, c'était un film qui montrait les jeunes jouant un western, en faisant semblant de mourir. C'était un très beau film que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs. Alors ça a été ce premier festival. Et puis on s'est rendu compte que finalement cette idée avait du sens, et les années suivantes nous avons fait ce festival en faisant une publicité plus importante et en présentant tous les films, progressivement les films les plus récents, pour rester un petit peu dans l'actualité. Alors ça, ce qui a été étonnant, c'est de voir le succès. Dans ces années-là, le succès il y a eu jusqu'à 800 000 personnes qui venaient au festival. On a été un petit peu débordés, on a été obligé de mettre plusieurs salles. Alors très vite, on s'est rendu compte, le mot festival, ça impliquait qu'il y ait une sélection. Donc on a créé un jury de 7 personnes, qui ne se connaissaient pas, des milieux différents, éducation nationale, psychiatrie, infirmiers, psychologues, éducateurs. C'était un jury de 7 personnes qui avait pour mission de choisir les meilleurs présentés pendant ces journées-là. Alors ce jury était composé de 7 membres, je viens de vous le dire, et ce jury donc devait attribuer un prix. Et des mentions éventuelles. Donc nous avons eu l'idée de ce prix, s'appellerait la Clé d'Or. Donc vous nous avez expliqué un tout petit peu la dynamique de ce festival, avec un jury, avec une Clé d'Or. Alors, pouvez-vous nous préciser pourquoi ce symbole de la Clé d'Or ? Vous réévoquez la notion de Clé d'Or. Écoutez, je crois que le plus simple, pour mieux comprendre, c'est que je vous emmène dehors, dans le parc de l'hôpital. Effectivement, la Clé d'Or, autant vous a montré. En fait, cette Clé d'Or celle qui est là en fer, a été réalisée par une équipe de l'hôpital, il y a maintenant plus de 20 ans. Alors pourquoi la Clé d'Or? Parce que si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que cette époque-là était une époque de turbulence, de réflexion, de discussion. On était en plein dans le secteur, dans des discussions sur la psychanalyse, voilà. D'ailleurs, le secteur démarré par Bonafé, d'ailleurs avec lequel on avait fait un film, des discussions passionnées se passaient pendant le festival. Je vous dis, il y avait des discussions plus idéologiques. On était en une période importante. Par exemple, c'était les périodes où il fallait vider l'hôpital. Ce bâtiment qui est là derrière, il y avait 300 patients et j'étais jeune assistant à l'époque. Et effectivement, notre travail passionné était de vider l'asile, de trouver des solutions alternatives. On avait créé les premiers appartements thérapeutiques.
On avait même à l'époque, avec le docteur Buzine, ouvert une crêperie à Saint-Avold pour les gens, les toxicos. Enfin voilà, c'était une époque d'ébullition tout à fait passionnante sur le secteur. Et cette ébullition se retrouvait dans les discussions du festival, les discussions dans les salles après chaque film, dans le parc, voilà. Et puis ce parc était aussi un lieu de rencontre. Partout, les gens, quand il faisait beau, les gens discutaient sur les pelouses. La salle des fêtes qui est ici était une des salles les plus importantes. La cafétéria qui est là, effectivement, c'était là où pendant le festival avait lieu une soirée de jazz où les gens se rencontraient. J'ai le souvenir d'ailleurs de ces rencontres tout à fait transdisciplinaires, tout à fait passionnantes entre des gens. Je me rappelle en particulier d'un professeur très connu à Paris dansant dans la cafétéria avec une aide-soignante de l'hôpital. C'était des souvenirs, je dirais, pas transculturel, mais d'une mixité sociale de tous les professionnels de la psychiatrie qui m'apparaissait à l'époque très enthousiasmante. Voilà, un petit peu. Ce parc était aussi d'ailleurs un lieu de présentation, d'exposition, de théâtre. Le théâtre, par exemple, on a eu des pièces de théâtre tout à fait extraordinaires. L'une en particulier où une troupe de théâtre pendant 3 mois a travaillé sur comment mettre en place une pièce de théâtre dans l'hôpital psychiatrique. Ça s'appelait Passagers clandestins, où les groupes de festivaliers descendaient dans les sous-sols, venaient à la cafétéria manger de façon mystérieuse des nouilles qui avaient été passées au bleu de méthylène. Un petit côté un peu folie qui faisait aussi le succès du festival. J'ai le souvenir aussi des mannequins faits par, je ne me rappelle plus son nom, de personnages qui étaient disposés dans le parc, tout autour du parc, d'une soirée où il y avait des acrobates dans les arbres. Aussi les pièces de théâtre dont Le Passager clandestin, puis une autre aussi qui était sous chapiteau, c'était Cabaret de Tchekhov, où ce Cabaret de Tchekhov d'ailleurs a donné envie à une jeune réalisatrice de faire le film Les Ogres, qui est maintenant relativement connu. Voilà un petit peu ce qui se passait dans ce parc et dans ces bâtiments. Alors je disais, cette époque était une époque vraiment de turbulence tout à fait passionnante sur l'avenir, sur le devenir de la psychiatrie. Des personnalités connues sont venues à Lorquin justement nourrir ces débats, nourrir ces discussions. Dans la salle des fêtes, ici, Serge Leclerc est venu défendre la psychanalyse, Tony Lenné est venu parler de l'amour en France. Il y a eu des moments véritablement de grandes rencontres, de grandes discussions dans ce petit hôpital de province. Vous nous avez parlé du festival, on vient de vous montrer un petit peu le cadre dans lequel ce festival existe, mais maintenant peut-être pouvez-vous nous dire que c'était quand même pas habituel que des gens viennent faire un festival dans un hôpital psychiatrique. Est-ce qu'à ce propos-là, vous avez eu des difficultés avec l'administration, avec les autorités de tutelle ? Ou si, alors je dois vous dire aussi que ça n'était pas toujours bien vu par tout le monde. Et en particulier, le docteur Camard et moi, on a été convoqués par le directeur en nous disant que les renseignements généraux s'étaient impliqués dans l'affaire, que c'était pas très sérieux, qu'il fallait arrêter tout ça, que... Je crois d'ailleurs que c'est à la suite d'un petit article dans l'IB de l'époque, Libération de l'époque, qui était tout à fait élogieux en disant enfin... mais c'est montrant des éducateurs dans le pré, en train de prendre le soleil, etc. Donc ça n'a pas plu aux autorités de tutelle. Et le directeur, qui était, d'ailleurs je crois que c'était monsieur End, nous a reçus carrément en nous disant, écoutez, là faites gaffe, vous risquez quand même d'être ennuyé par cette organisation. Et il nous propose de dire, pour s'en sortir, pour se dégager un peu de la responsabilité, créer une association. C'est là qu'est née l'association Festival Psy. Alors en fait, cette association, c'était 7-8 amis, 7-8 copains de l'hôpital, des infirmiers, des éducateurs, etc. Et cette petite équipe, d'ailleurs, a toujours été, je dirais, la cheville ouvrière du festival. Et par exemple, je peux citer quand même un ami qui était Jean-Marie Fellenzer, qui est décédé cette année, qui a été un fidèle depuis le début. Et cette petite équipe a constitué vraiment, on était tous d'accord et on a créé ce festival, toute l'équipe, depuis des années. Elle est restée la même et c'est grâce à elle que ce festival, chaque année, peut se mettre en place.
Oui, alors effectivement, cet aspect français était important, mais j'aimerais savoir si vous aviez des films d'autres pays à cette époque-là. Alors très vite, effectivement, au bout de 2-3 ans, on a eu des films d'autres pays, en particulier des films de Belgique, les Belges venaient nombreux, avec quelques films italiens aussi, quelques films... alors le problème se posait, et c'est toujours d'ailleurs posé, des films étrangers ne prenant un intérêt que s'ils étaient au moins sous-titrés. On a eu des films italiens, avec quelquefois des films italiens avec un commentaire pendant le film fait par quelqu'un qui traduisait. C'était pas toujours facile. Et puis il y a eu aussi des films venant du Québec. Du Québec, là il n'y avait pas de problème de langue. Et en particulier un collègue est venu au festival présenter un film, je ne me rappelle plus exactement quel était ce film, et nous avons tout de suite sympathisé, et j'avais l'impression qu'il se lançait dans une mission qui avait de l'avenir. En quoi j'aimerais que vous nous expliquiez, en quoi vous venez de parler de cette rencontre décisive avec nos collègues québécois, en quoi cette rencontre a été décisive pour la suite? Alors cette rencontre effectivement a été décisive, cette amitié qui s'est liée avec Pierre Tremblay, qui avait le premier présenté un film qui s'appelait Un entretien avec, qu'il avait réalisé à Montréal, nous a donné envie de poursuivre cette idée, c'est-à-dire de faire des documents courts, sur une idée précise d'un entretien avec un spécialiste, avec quelqu'un connu pour ses compétences sur le sujet. Cette rencontre avec Pierre Tremblay a été décisive parce que nous avons commencé ensemble, nous avons continué jusqu'à ce jour à faire cette collection qui s'appelle Un entretien avec. La première d'ailleurs, je l'ai faite avec, une des premières, c'était avec Lucien Bonafé, ce qui a un intérêt sur le plan de l'histoire de la psychiatrie. Donc nous avons fait chaque année avec Pierre des films en rencontrant les personnalités les plus importantes, un entretien avec, et je crois que de nombreuses personnalités qui malheureusement maintenant sont décédées sont dans cette collection. Je pense à Lebovici, à Diatkin, à Soulet pour la pédopsychiatrie, et aussi sur l'aspect plus scientifique avec des gens comme Axel Kahn, avec récemment des gens comme Lionel Nakache. C'est-à-dire qu'on couvre un champ large de la psychiatrie, de la santé mentale, qui inclut maintenant les neurosciences, qui inclut les aspects aussi, je dirais, des associations. Voilà, on essaye d'avoir une large couverture de la santé publique, de la santé mentale et de la psychiatrie. Bon, vous êtes pédopsychiatre, mais finalement j'essaie de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à être effectivement vous-même réalisateur ou co-réalisateur et que vous avez réalisé depuis, au-delà de cette collection d'entretiens, de nombreux films. Alors pourquoi je suis devenu réalisateur? Si vous voulez, à force de voir des films, d'essayer de comprendre, d'essayer de voir comment étaient montés des films, et puis dans un début d'une pseudo-réalisation avec une collection un peu simpliste d'un entretien, j'ai eu envie effectivement moi de devenir réalisateur. Et à cette époque, dans mon service d'ailleurs, qui s'occupait d'enfants autistes, avec le docteur Constant, qui partageait un peu les mêmes visions de la prise en charge des autistes, j'ai eu envie de réaliser un film sur notre travail au quotidien dans cet hôpital de jour. Donc j'ai réalisé avec Jacques Constant et avec un camarade qui était plus spécialiste du cinéma, j'ai réalisé un film qui s'appelle Petit morceau de lumière et dont j'étais très fier parce qu'il a été très connu de toutes les équipes de pédopsie. Il y a eu des très bonnes critiques. On a même eu un prix à l'époque sur le meilleur film psy de l'année. Enfin bon, ça m'a lancé dans l'idée de devenir un tout petit peu réalisateur, peut-être un peu comme Monsieur Jourdain au départ, mais je crois que maintenant, avec plus d'une quarantaine de films réalisés, je dirais que ce terme de réalisateur, je ne l'ai peut-être pas tout à fait volé. À la même époque, si vous voulez, Simone Veil, qui était ministre de la Santé, avait entendu parler du succès du festival et m'avait invité à travailler dans une petite équipe au ministère sur la notion de santé mentale, image et communication. Je crois avoir défendu l'idée qu'un festival n'était pas suffisant pour utiliser toute cette documentation, tout ce matériel pédagogique. D'ailleurs, à ce propos-là, Simone Veil avait dit que le cinéma et l'audiovisuel étaient des outils didactiques. Ça m'était resté. Et donc, création, grâce à elle, du Centre national audiovisuel en santé mentale, à Lorquin. Et je me rappelle que Simone Veil avait dit « Je suis très fier
qu'un centre national ne soit pas, pour une fois, à Paris, mais dans un petit village lointain dans la Lorraine. Ça m'était resté. Création du Centre national audiovisuel en santé mentale, à Lorquin, avec une aide tout à fait intéressante du ministère pour mettre en place ce centre, et qui très vite a pu décider des 5 missions qu'il entretient et qu'il continue à gérer depuis plusieurs années. Bon, effectivement, vous nous évoquez les différentes missions, les différents travaux du Centre national audiovisuel en santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces différentes missions que vous venez d'évoquer ? Toutes ces missions ont pu se mettre en place, se développer grâce à Michael Spreng, qui travaillait maintenant avec moi depuis de nombreuses années, d'ailleurs qui est tout à fait à même de diriger le CNASM avec toutes les compétences qu'il a pu acquérir. Alors les différentes missions, je pense d'abord à la mission de distribution, qui est à la fois nécessaire sur le plan financier. On nous a demandé de vendre les films, de vendre tous ces films. D'ailleurs, on a un catalogue de maintenant plus de 500 films qu'on distribue en les vendant, avec des prix un peu excessifs quelquefois, je trouve. Et là, j'aimerais trouver une solution à terme où le CNASM ne puisse pas récupérer de l'argent de la vente de ces films, parce que c'est un petit... Bon, toujours est-il que cette distribution, nous l'effectuons depuis de nombreuses années. Alors, il y a eu la production qui nous a permis non seulement de la collection d'entretien, mais pour d'autres films que nous avons réalisés, qui remplissent aussi le catalogue. De nombreux films, nous avons réalisé de nombreux films. Après le premier dont j'ai parlé précédemment, on fait des films dont un récent aussi fait avec un réalisateur sur la vie d'un autiste qui s'appelle La vraie planète Terre, qui a eu aussi beaucoup de succès. Il est passé sur FR3. Voilà, alors cette production continue. Non seulement la collection d'entretien, mais aussi des gens qui nous demandent de faire un film. On a fait un film sur les appartements thérapeutiques, on a fait un film sur un établissement de fin de vie des personnes âgées. Voilà, donc ça c'est une chose que j'aime beaucoup faire avec Michael. C'est vraiment un peu notre tasse de thé dans la réalisation. Alors voilà, ça c'est la production. Et puis une notion de prestation de service, mais avant de la développer, je dois dire que le festival a fait connaître, nous a fait rencontrer des gens qui ont trouvé tout à fait l'intérêt, qui ont voulu aussi créer quelque chose de l'ordre d'un festival ou de journée particulière. Je pense en particulier aux Belges qui tous les ans maintenant créent de façon peut-être plus culturelle, Image Mentale, tous les ans à Bruxelles, avec beaucoup de public, avec un choix de films dont certains viennent du festival. Il y a eu donc Bruxelles. Ensuite, il y a eu Lyon. Lyon qui fait les journées du cinéma et psychiatrie au Vinatier. Eux, ils choisissent un thème et ils viennent chercher aussi les films qui peuvent illustrer le thème qu'ils ont choisi. Il y a eu aussi également Paris, où Daniel Simonet, étant venu au festival, a créé un festival à la Villette où il présente exclusivement les films faits par les patients. Enfin, plus récemment, Casablanca monte les journées psy à Casablanca, en venant ici choisir les films, en prenant des thématiques également. Peut-être d'ailleurs, je pense que Lausanne sera aussi prêt à monter des journées dans cette même dimension. Alors, les prestations de services, au-delà de cette collaboration avec des collègues qui font des choses tout à fait intéressantes, le fait d'avoir des choix de films nous a entraînés à partir dans de nombreux endroits, c'est-à-dire que maintenant un colloque, des journées de formation nous demandent de venir les illustrer par des documents pointus, des documents qui sont tout à fait en lien avec les thématiques. Ça nous a valu d'ailleurs au niveau de faire des voyages, d'être allés pour la semaine de santé mentale, nous avons été invités plusieurs fois dans l'île de la Réunion, présenter des films. J'ai eu l'occasion d'aller en Italie aussi, présenter des films sur la maladie d'Alzheimer. Il y a eu plein d'endroits où ces prestations de services nous ont emmenés, que ce soit en Algérie, que ce soit surtout en France évidemment. Chaque thématique de congrès ou d'un colloque nous fait appel à nous. Je pense à la semaine de santé mentale, je pense dans le temps les Croix Marines. Chaque année nous avions un atelier audiovisuel thématique, respectant la thématique de ce choix. Voilà, alors
au-delà de ces prestations de services et de ces liens avec des confrères qui organisent des choses, nous avons aussi, bien sûr, et c'est peut-être une des missions les plus importantes, le souci d'une documentation. Au-delà des 500 films que nous distribuons, nous avons eu la chance de garder le mieux possible toute l'histoire du festival dans des copies, des copies que nous avons thésaurisées ici. Alors bien évidemment, de nombreux films ne sont pas là, ceux qui étaient en 16 mm au début ou en 8 mm. Par contre, nous avons aussi le nombre de films qui ont été réalisés sur des cassettes VHS, de façon impressionnante, maintenant sans DVD. Donc ces archives qui finalement ont l'intérêt d'être finalement une histoire contemporaine de la psychiatrie, ce qui a intéressé la bibliothèque François Mitterrand, la TGB à Paris. D'ailleurs, l'ensemble des cassettes, pour le moment VHS, ça représente je sais plus, plusieurs milliers de cassettes, vont être transférées à Paris à la TGB. Et ça, on en est très fiers parce que les archives du festival seront visibles à Lorquin et aussi à Paris. Voilà, ce qui peut tout à fait intéresser les chercheurs, ceux qui s'intéressent à l'histoire de la psychiatrie. Donc, Monsieur Bouvarel, au-delà de tout ce que vous venez de nous dire, j'aimerais que vous nous disiez, enfin, pour conclure, quel est l'intérêt majeur, pour vous, l'intérêt pour la psychiatrie et pour la santé mentale de ce dispositif, de ce festival qui a maintenant 40 ans? Alors effectivement, au-delà, je viens d'évoquer la notion des archives sur l'histoire contemporaine de la psychiatrie, ou plus largement au niveau de la santé mentale. Je veux dire que quand même, ce qui paraît peut-être le plus important au-delà de ces archives, de ces trucs, c'est aussi cette notion de formation. Simone Veil avait dit que l'audiovisuel était un outil didactique, moi je reste toujours persuadé. Nous avons eu l'expérience pendant plusieurs années de faire un séminaire pour les internes en psychiatrie ici à Lorquin avec des professeurs, en utilisant toujours les films et puis des débats après le film. Ce modèle de formation, maintenant nous le développons pour un plus large public, avec une thématique, toujours sur le modèle film, discussion avec des spécialistes sur le film. Et ce modèle, je le trouve tout à fait pertinent pour élargir au niveau de tous les professionnels, voire le grand public, faire des thématiques utilisant les films et la discussion. Voilà un petit peu finalement l'objectif ou l'intérêt de cette histoire. Les fonctions du CNAS me paraissent à développer, me paraissent pour que tout le monde, pour que la santé mentale, la psychiatrie ne soient plus, je dirais, des thématiques rejetées par tout le monde, et que peut-être il y ait une meilleure connaissance de la maladie mentale, des souffrances des gens par l'ensemble de la population. Ce centre national, la mission originale qui a créé ce centre national, si j'ai bien compris, ça a été le festival. Revenons à justement cette notion, parce que je crois que cette année, le festival va fêter son 40e anniversaire. Comment voyez-vous un petit peu cette prochaine manifestation? Alors effectivement, après cette longue histoire, 40 ans, 40e anniversaire, bon, c'est effectivement une année un peu particulière que je souhaite, moi maintenant qui suis à la retraite, je souhaite que ça soit un peu le bilan. Donc je ne dirai pas tout ce que nous avons imaginé pour faire cette année, pour faire cet anniversaire, mais en tout cas, on va faire un choix de ces 40 dernières années, des meilleurs films, des clés d'or ou d'autres, qui nous ont paru, je dirais, tout à fait emblématiques de l'époque, peut-être nous donnant ainsi en une journée une trajectoire de quelle a été la représentation sociale de la psychiatrie au travers des films qui ont été privilégiés par le jury. Je souhaite aussi peut-être dans cette 40e anniversaire retrouver cette notion de fête qui a été longtemps celle du festival, très vite, malheureusement très vite abandonnée pour des raisons financières, pour des raisons je dirais, de financement par les financements des formations permanentes. Donc j'aurais aimé aussi que pour ce 40e anniversaire, on retrouve cette ambiance de fête, cette ambiance de rencontre qui avait fait le succès du festival il y a de nombreuses années. Docteur Bouvarel, je vous remercie de tout ce que vous nous avez apporté pour mieux comprendre ce qui se joue à Lorquin. Alors je souhaite
pour que vous puissiez continuer ce travail, que ces missions puissent continuer à servir l'ensemble des professionnels et du grand public. En tout cas, merci. Eh bien écoutez, je vous remercie, je suis content d'avoir pu peut-être raconter cette aventure, la création du CNAM. Merci.